Il y a une baisse des recettes, il y a le fait de se fixer comme règle prioritaire le fait de réduire les déficits, et donc ça ne répond pas aux besoins de la population. Et nous, ce que nous présentons aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire, le document que nous présentons part des besoins de la population. On est pour dire, on a besoin de tant de milliards pour la bifurcation écologique. Je pense que ce n'est pas la peine que j'explique pourquoi la bifurcation écologique est urgentissime, vu l'été qu'on vient de connaître et les chiffres de plus en plus alarmants du GIEC. On a besoin de X milliards pour relocaliser, pour relancer l'industrie, pour relancer l'emploi, etc., etc. Et c'est à partir de ces besoins définis qu'on regarde après quelles recettes vont à ces besoins. Donc comment on va chercher de l'argent. Et nous, ce que nous proposons principalement, et c'est à travers cette logique que nous posons la question du partage des richesses, c'est d'aller chercher l'argent où il est parti depuis 30 ans de manière toujours plus, j'allais dire, exponentielle, c'est-à-dire vers les revenus du capital, et notamment les revenus du capital non investis, que sont les dividendes, qui ont explosé et qui continuent à exploser en temps de crise. Et c'est d'ailleurs pour ça que, parce que ce gouvernement est quand même devant une difficulté, c'est très certainement pour ça qu'ils ont arrêté hier le 49.3 au moment où on allait commencer à discuter des amendements sur les super profits et les super dividendes, parce que évidemment c'est très compliqué à expliquer vis-à-vis de l'opinion publique que quand vous avez besoin d'argent pour l'État, voire pour réduire les déficits, pourquoi pas, ça c'est leur logique, mais vous n'allez pas taxer, au même de manière provisoire, ceux qui n'ont jamais été aussi riches de l'histoire de l'humanité, parce que c'est de ça dont il s'agit, et qui continuent à l'être. Donc, on regarde les recettes, on va les chercher au niveau des impôts, tous ceux qui ont profité du macronisme pendant 5 ans, on va les chercher au niveau d'une révolution fiscale, et c'est vrai qu'on ne se fixe pas comme priorité, même si on ne dit pas que ce n'est pas important, mais la réduction des déficits en regard des critères maastrichtiens qui ne nous semblent pas être l'urgence absolue et qui en plus, et c'est là j'arrête vraiment, ne sont pas non plus solutionnables dans la politique de l'offre et de la compétitivité. Tout simplement parce qu'elles préparent d'autres crises et qu'il nous semble qu'il vaut mieux augmenter les salaires, donc les cotisations, donc les impôts, donc rapporter des recettes à l'État, que c'est une bien meilleure manière à terme de réduire les déficits qu'en réalité à toujours faire payer au travail la crise et à baisser le prix du travail, donc les rentrées pour l'État en termes de cotisations et impôts. Donc c'est toute une autre logique qui est celle d'une demande de motiver, de faire en sorte d'augmenter la demande populaire et évidemment de bifurquer de manière écologique avec des investissements de l'État qui resservent à toute l'économie. Donc voilà le document qu'on vous présente. Je ne sais pas à qui maintenant je passe la parole pour assumer la suite. À l'excellent Philippe Brun, Parti socialiste, membre de la commission des finances. Merci, mesdames, messieurs. Merci, cher Éric, président. J'ai l'honneur, effectivement, au nom des socialistes, de défendre devant vous ce qui n'est pas un contre-budget, mais un budget. Le budget que nous aurions déposé devant la représentation nationale si nous avions eu une majorité de députés. Et celui que nous défendons, eh bien, c'est une première dans l'histoire de la gauche en France. Jamais la gauche en France n'avait présenté un budget commun, et un contre-budget, en tout cas un budget alternatif commun. Et donc c'est une première qui montre que, loin d'être une alliance électorale de circonstances, loin d'être finalement une alliance de convenance, la nouvelle Union populaire écologique et sociale est une alliance de gouvernement. Et c'est dans cet esprit que nous avons construit ensemble ce budget. C'est dans l'esprit d'être un jour, le plus rapidement possible, au pouvoir dans ce pays et en capacité d'appliquer notre programme de transformation sociale et écologique. Ce budget, c'est le seul document, ce sont les seules propositions qui permettront de se conformer aux attentes des Français qui se demandent tous comment ils vont faire pour passer l'hiver. Mes collègues présenteront toutes les différentes parties, les différents points que nous avons proposés, mais c'est un budget qui permet effectivement aux Français de faire face à toutes leurs inquiétudes, celles que nous rencontrons sur les marchés, dans les foires, dans nos circonscriptions, dans nos permanences, où les gens se demandent comment ils vont faire pour faire face à la crise inflationniste, comment ils vont faire pour faire face à la crise de l'énergie. Eh bien, toutes les réponses, elles sont dans ce budget. Nous sommes les socialistes extrêmement fiers de ce travail effectué en commun. Et donc, malgré la difficulté des temps, malgré ce 49.3 qui évidemment nous plonge dans l'effroi, malgré tout cela, je veux délivrer cet après-midi un message d'espoir, dans le travail que nous menons en commun. Vous remarquerez que ce budget est équilibré, contrairement à celui qui nous est proposé par le gouvernement, que même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre politique, cher Éric,
Nous sommes attachés aussi à la crédibilité budgétaire et à une restructuration, une réduction de notre dette. Là aussi encore, un acte pour montrer que nous sommes prêts à gouverner, prêts à prendre les responsabilités que les Français nous confieront, je l'espère, le plus vite possible. Alors, quelques propositions qui sont dans ce budget que je me permets de défendre devant vous. D'abord, l'augmentation très rapide, et là encore on est sur un sujet qui compte pour les Français, l'augmentation rapide de nos fonctionnaires, les catégories B et C. Nous proposons un plan ambitieux pour revaloriser ces travailleurs du quotidien, du service public qui n'ont pas été augmentés depuis de nombreuses années. Nous proposons également, dans le même esprit, une refonte et un investissement massif dans notre hôpital. Et nous voyons à quel point, là aussi dans nos circonscriptions, l'hôpital est en danger. Sur le volet des recettes, bien sûr, vous ne serez pas étonné de voir apparaître la taxe sur les super profits que nous avons défendue en vain et qui inquiétait tellement le gouvernement, Éric l'a rappelé, qu'elle a justifié finalement ce 49.3 accéléré avant même la fin de la discussion de la première partie du projet de loi de finances. Tant cette taxe sur les super profits est populaire dans l'opinion, je crois que plus de 70% des Français y sont favorables, et populaire jusque dans les rangs de la majorité. Vous avez pu voir le vote sur la taxe super dividende proposée par le groupe Modem, et face finalement à cette majorité indisciplinée qui, il faut bien le voir, à un moment ou à un autre commence à se conformer aux attentes des Français. Quand on est député, on va sur les marchés, on voit bien ce que les gens demandent, et les gens demandent cette taxe sur les super profits. Évidemment, taxe sur profit, également l'ISF, ma collègue vous en parlera tout à l'heure. Voilà ce que je voulais dire en préambule au nom des socialistes. Donc à la fois un contre-budget, un budget alternatif crédible, un budget d'espoir et un budget qui permettra aux Français de passer l'hiver. Les socialistes sont très heureux de vous présenter aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. Donc Sophie Taillé-Polian pour le groupe écologiste en tant que vice-présidente en charge de la Nouvelle Union Populaire, de notre intergroupe commun. Et donc je suis ravie effectivement de participer à la présentation de ce document parce que écoutez, nous ancrons dans le quotidien, dans le réel, dans le travail régulier, cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Et ça a été un travail rigoureux, approfondi, qui a été mené entre les députés des deux commissions Affaires sociales et Finances, et aussi entre les collaborateurs, que je tiens à remercier, parce que ce document est particulièrement fourni. Il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés, mais derrière, en back-office, il y a encore plus d'éléments qui viennent conforter toute le sérieux et la crédibilité de ces propositions. Alors, un petit élément sur l'équilibre général du budget. Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque profondément et qui est peu dit. C'est qu'aujourd'hui, quand même, quand on regarde précisément, on voit que le gouvernement, quelque part, pour financer ses baisses d'impôts sur les entreprises, pour financer aussi la poursuite de sa politique de protection des plus riches, finalement, il mise sur l'inflation pour garantir l'équilibre de son budget. Il mise sur l'inflation puisque, avec l'augmentation des prix, eh bien, le montant global d'inflation connaît une augmentation, 3 milliards d'euros de plus par rapport au projet de loi de finances de 2022. Et peut-être bien davantage en réalité quand on regardera la loi de règlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, le gouvernement fait payer aux ménages les plus modestes, par une imposition soi-disant indolore, l'inflation en x2 et l'équilibre de son budget. Et je crois que je voulais vraiment le souligner. Et dans nos propositions, en face de cela, il y a justement des baisses ciblées de TVA qui devraient être reprises par le gouvernement s'il voulait vraiment protéger les Françaises et les Français. Sur l'alimentation bio, par exemple, sur les transports, sur d'autres produits de première nécessité, comme par exemple les protections menstruelles. Bref, aujourd'hui, on fait payer aux ménages les plus modestes, par cette augmentation du volume de TVA, une partie des baisses des impôts non conditionnés aux entreprises. Et je pense que c'est important de le souligner parce que c'est un équilibre profondément antisocial que porte ce budget. Alors, quelle est notre philosophie à nous, au sein de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale? Notre philosophie, c'est de répondre à l'urgence et de préparer, d'anticiper les crises qui vont continuer à arriver. Mon collègue parlait du réchauffement climatique, on est le 20 octobre, c'est toujours l'été.
Et vous avez certainement vu le récent rapport du GIEC qui regarde un petit peu comment les choses devraient se passer en France, et c'est encore plus alarmant que ce qu'on pouvait imaginer dans nos cauchemars. Donc en réalité, il y a un budget de protection de l'urgence des Français qui n'est pas à la hauteur, et il y a aussi un budget de changement de braquet sur les questions environnementales, sur la rénovation thermique par exemple, sur MaPrimeRénov'. Le gouvernement met 2,4 milliards. Mais nous disons qu'il faut mettre au bas mot 9 milliards d'euros pour que, enfin, les ménages modestes puissent accéder, sans qu'il ne leur reste rien à charge, à la possibilité de rénover leur logement totalement. Nous avons plus de 4 millions de familles qui sont en précarité énergétique aujourd'hui dans ce pays. Donc nous posons les réponses à ces problèmes-là, qui sont réels, qui sont concrets. Nous proposons aussi une enveloppe de 3,5 milliards pour adapter nos équipements, anticiper les réchauffements climatiques. Nous avons dans notre pays, et c'est là qu'on voit un gouvernement qui en appelle à la responsabilité, alors qu'en réalité il est dans l'irresponsabilité face aux crises qui arrivent, nous proposons des enveloppes conséquentes pour rénover, anticiper nos ponts, toutes les infrastructures qui aujourd'hui sont en mauvais état et qui ne sont pas prêtes à subir les chocs liés au réchauffement climatique. Enfin, je voulais parler aussi des recettes, parce que nous sommes évidemment conscients qu'un budget, ce n'est pas que des dépenses, ce sont aussi des recettes. Et il est temps, maintenant, de revenir à une justice fiscale. Je crois que ça a été dans la bouche de nombreuses et nombreux d'entre nous au cours de ces débats de PLF tronqués. Nous soutenons que l'ISF doit être rétabli, mais pas dans sa version initiale, mais dans une version moderne, une version qui corresponde aux enjeux du présent, à savoir l'ISF climatique qui prenne en compte l'empreinte carbone du patrimoine des plus riches. C'est absolument indispensable, c'est absolument essentiel. Et ce n'est pas le vieil ISF. Non, c'est un ISF qui aussi prend en compte les problèmes d'évasion fiscale, les problèmes d'optimisation fiscale qui faisaient que l'ancien ISF rapportait peu. Parce que les plus riches, finalement, eh bien, réussissaient à trouver moult façons de s'en extraire. Donc, dans notre proposition, qui est encore une fois très travaillée, très précise, nous sommes à hauteur de 15 milliards d'euros pour cet ISF climatique. Nous avons aussi des propositions sur le patrimoine, des propositions sur la fin des niches brunes. Il est temps d'arrêter d'arroser le sable. Hein, on nous dit... prenons garde à notre eau, mais prenons garde à notre argent public. Moi, j'entendais souvent M. Attal dire pendant la présentation de ce budget « toutes les dépenses sont efficaces, précises, efficientes ». C'est faux. Nous avons aujourd'hui des milliards et des milliards d'euros déversés sur les entreprises sans aucune garantie que ce soit utile. Il faut que chaque euro, effectivement, soit utile et pas l'inverse. Donc, nous abrogerons les niches brunes et nous ferons en sorte que chaque euro d'aide aux entreprises soit utile socialement et écologiquement. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous. Alors, pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine qui rassemble les députés communistes et des députés d'outre-mer, nous avons aussi participé avec beaucoup de plaisir à l'élaboration de ce document qui est un budget alternatif, avec des lignes de force en tout cas pour un budget alternatif à la fois sur le budget général de l'État et de la sécurité sociale, puisque c'est ça l'originalité de ce document. Pour notre part, nous pensons que le plus important sur les recettes notamment, c'est de faire le grand basculement. Le basculement vers une fiscalité progressive qui est en train de s'étioler petit à petit. Le basculement aussi d'un partage de la valeur ajoutée qui cesse de faire la part belle au capital et qui revienne un peu pour le travail. Parce qu'en 20, 25, 30 ans, 10 points de PIB sont passés de l'un à l'autre, du travail vers le capital, vers la rémunération du capital. Tout simplement, c'est ça le grand sujet, à mon avis, qui doit être remis sur le métier. L'ouvrage doit être remis sur le métier. Alors, pour ce qui concerne les recettes, tout n'a pas été dit, mais on souhaite quand même que les entreprises participent à nouveau de manière normale à l'effort de la nation. C'est tout simplement ça. Quand on entend qu'on va faire beaucoup de mal aux entreprises si on remet un impôt sur les sociétés digne de ce nom, je rappelle que l'impôt sur les sociétés, il est sur les profits. Il n'est pas sur les entreprises qui ne font pas de bénéfices, tout simplement. N'oublions jamais. Et que cet impôt sur les sociétés a été de 50% il n'y a pas si longtemps. Il a baissé ensuite à 33,3 et puis maintenant il est à 25. Et donc nous proposons de le mettre avec une forme progressive
très important de dire que les petites entreprises, les PME, ce ne sont pas les grandes multinationales, ce ne sont pas les ETI qui, elles, peuvent payer un peu plus d'impôts au service de la collectivité. La suppression de la CVAE, même en 2 ans, alors je le dis rapidement, mais ça profite d'abord à un secteur, c'est les banques et les assurances, il faut le savoir. Donc je ne sais pas où on va chercher que ce sont des impôts de production, c'est-à-dire que ce n'est pas pour l'industrie. En premier lieu, ce sont les banques et les assurances, ensuite l'industrie et ensuite la grande distribution. Voilà ceux qui profitent de la suppression de la CVAE. Veut-on que la grande distribution ne paye plus de CVAE? C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, à mon avis, et il y a quand même quelque chose de très idéologique dans la bouche du gouvernement et dans les propositions du gouvernement. Dans notre programme aussi, dans notre projet, là, nous souhaitons qu'à la fois nos concitoyens soient protégés, nos petites entreprises, qui est notre tissu de production, soient protégées, mais que nos collectivités locales aussi soient protégées. Les collectivités locales, vous savez, c'est ce qui fait sens et c'est ce qui fait République, et d'abord les communes. Et je pense qu'on a un certain nombre de propositions qui permettent de réarmer les collectivités locales, de remettre de l'impôt économique territorialisé, c'est-à-dire que nos collectivités territoriales auront intérêt à refaire des services publics pour accueillir des entreprises et des emplois, parce qu'il faut aussi qu'à un moment, tout le monde y trouve son compte. Et puis, réarmer les collectivités, c'est aussi leur redonner les moyens de fonctionner par une indexation de la dotation globale de fonctionnement. Je veux dire que les collectivités vont subir un choc extrêmement rude avec l'inflation et le coût de l'énergie l'année prochaine, si tant est que le gouvernement revienne sur ce qu'il a proposé. Alors, Éric, tout à l'heure, a expliqué que le filet de sécurité pour 2023, qui a été déposé hier par l'amendement numéro 3626, était une stupidité. C'est une stupidité. Je vais vous expliquer. Les collectivités locales auront droit au filet de sécurité si leurs dépenses d'énergie dépassent de 60% les recettes nouvelles. C'est-à-dire, prenons un exemple, si une collectivité a 1 million d'euros de recettes de plus en 2023 qu'en 2022, par le biais des dotations, par le biais de l'augmentation de la taxe foncière, et qu'elle dépense 500 000 euros de dépenses d'énergie de plus, elle n'aura pas droit au filet de sécurité. Mais si elle dépense 600 000, elle y aura droit. Donc tout pousse à ce que l'on augmente le chauffage dans les bâtiments communaux et que l'on remette l'éclairage public la nuit. Voilà, je trouve que ce système est complètement stupide et j'espère bien que le gouvernement s'en rendra compte. En tout cas, j'en ai fait part. Et pour notre part, nous faisons en sorte que les collectivités, et toutes les collectivités, et d'abord les plus fragiles, soient intégralement compensées. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes, Ségolène Agneau, donc députée LFI NUPES pour la Loire-Atlantique. Moi maintenant je vais vous parler un petit peu du PLFSS parce qu'une des particularités, ce que disait mon collègue à l'instant, de ce budget, c'est que c'est un budget global, à la fois pour le fonctionnement de l'État mais aussi donc pour la sécurité sociale. Pourquoi est-ce que c'est important de lier ces deux budgets? C'est déjà parce que la ligne est déjà floue aujourd'hui. La ligne est floue quand on fait un cadeau de cotisation à des entreprises, par exemple, ce sont les caisses de la sécurité sociale qu'on ne remplit pas. Et donc quand on ne remplit pas les caisses de la sécurité sociale, évidemment, on ne finance pas les besoins en santé des Françaises et des Français. Dans ce budget, il y a des choses qui sont très importantes et notamment reconstruire l'hôpital public et la santé publique de façon générale. Pour reconstruire l'hôpital public, nous pensons et nous précisons dans ce budget qu'il est grand temps non seulement d'assumer réellement les besoins financiers des hôpitaux, donc en affluant donc de 10 milliards d'euros par an les dépenses de fonctionnement, mais aussi d'investir dans l'hôpital, d'investir 2 millions d'euros par an pendant 5 ans. 2 milliards, excusez-moi, j'ai dit millions, excusez-moi, on parle en milliards. Donc 10 milliards d'euros. Oui, c'est effectivement ça, le sérieux budgétaire, excusez-moi. Donc non, évidemment, c'est en milliards. Donc 10 milliards d'euros par an pour le budget de fonctionnement, 2 milliards d'investissements par an pendant 5 ans. C'est le minimum aujourd'hui pour redresser la barre et arriver à non seulement redonner de l'air à l'hôpital public, mais surtout lui permettre d'assurer sa fonction, d'assurer la santé publique.
Ça, c'est une première chose. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver dans le rapport à l'Ségur qui a été présenté hier tout un tas de propositions qui vont avec ce budget. Une chose qui nous paraît aussi indispensable, c'est que les Français aient accès à la santé de façon générale, que ce soit dans la proximité, dans la qualité, mais que ce soit aussi financièrement. Et aujourd'hui, on le sait, toutes les dépenses de santé ne sont pas intégralement couvertes. Donc nous allons garantir avec ce budget la prise en charge de 100% des frais de santé, avec un apport de 12,2 milliards pour les dépenses de fonctionnement, et la mise en place d'un budget qui va être à l'équilibre à l'horizon 2027 pour maintenir cette couverture santé à 100%, avec notamment la mutualisation des frais de gestion avec les mutuelles complémentaires. Ensuite, il faut évidemment, comme je vous disais, assurer donc aussi l'accès physique aux soins de santé, et donc lutter contre les déserts médicaux. Et donc ça signifie encore une fois investir en l'occurrence pour les 10 millions de Français qui n'ont pas accès à un médecin à proximité de chez eux. Aujourd'hui, il y a 10 millions qui n'ont pas accès ou à un service d'urgence ou à une maternité à moins de 30 minutes de chez eux. Ça, il faut y mettre un terme. Il faut assurer l'égalité des chances, l'égalité du droit à la santé pour chacun et chacune. Aujourd'hui, 30 minutes, c'est le temps qui est acceptable pour sauver une vie, en fait. Lorsque vous faites un arrêt cardiaque, vous n'avez pas plus de 30 minutes pour arriver à l'hôpital. Donc là, il est juste question de la vie des gens, et il est question de mettre les moyens nécessaires pour sauver la vie des gens. Au-delà de cette volonté d'accès, on a aussi forcément l'accès aux médicaments. Et là, on est bien conscient qu'il y a un gros travail à faire. Et nous proposons donc la création d'un pôle public du médicament, financé à hauteur de 450 millions, en millions cette fois-ci, par an, pour faire barrage à la marchandisation de la santé et permettre aussi la transparence des prix et la relocalisation des entreprises en France, ce qui du coup est un cercle vertueux aussi à terme. Évidemment, la santé, c'est aussi la prévention. Et là, lancer une politique générale, et je pense que ça va faire écho à ce qu'ont déjà dit mes collègues et ce que diront mes collègues ensuite, c'est que la prévention, c'est pas uniquement la santé, ça fait intervenir nos conditions de logement, nos conditions d'alimentation, nos conditions de transport, nos conditions d'accès à ceci ou cela. Donc voilà, mes collègues développeront, mais la prévention, c'est aussi un domaine qui est largement à investir, parce qu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on dépense 1 euro en prévention, on évite la dépense de 10, 15, 200 euros a posteriori, parce qu'on aura laissé des situations s'envenimer. La prévention est juste la base d'un système de santé pérenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'investissement qu'on va mettre dans la santé et dans la prévention, ça nous permettra d'éviter les frais à dépenser plus tard. Bonjour. Donc moi, au titre du Parti Socialiste, je suis un commissaire heureux de la Commission des Affaires sociales, puisque nous avons travaillé en effet dès le début du mois de septembre, et même un peu dans nos devoirs de vacances, à la construction de ce document de constance et de cohérence qui nous permet d'avoir le cadre des combats que nous menons. Alors nous, on a une particularité, c'est que le combat continue, si j'ose dire, avec les membres de la Commission des Affaires sociales, parce que là où le couperet du 49.3 est déjà tombé hier, s'agissant du PLF, nous on a démarré ce matin le PLFSS, et le cadre des propositions qui sont formulées ici irrigue la motion de rejet que moi j'ai présentée ce matin, ou les différentes interventions dans la discussion générale, autour de ce constat limpide, affreusement limpide. Aujourd'hui, l'effort porté par la collectivité sur la question des solidarités n'est pas à la hauteur des besoins, puisqu'on part des besoins, et c'est la raison pour laquelle notre cadre propose qu'on a appelé un choc de solidarité. C'est assumé volontairement, c'est presque le pendant à une époque du choc de compétitivité. Là, pour nous, c'est le choc de solidarité pour à la fois l'effet redistributif, la réponse aux urgences du moment et la construction
d'un nouveau modèle de protection sociale. C'est là que nous avons un désaccord majeur, d'ailleurs avec le gouvernement. Ce matin, Gabriel Attal avait un peu l'outrecuidance d'expliquer que le PLFSS qu'il présentait est un PLFSS de refondation totale du système de protection sociale, alors qu'il est affreusement conservateur, et comme ça a été indiqué tout à l'heure par Éric Coquerel, il prolonge et il amplifie l'assèchement pour partie des finances de la sécurité sociale au gré des exonérations qui se multiplient, qui sont entretenues, qui pour certaines sont renforcées. Donc je ne reviens pas sur les aspects que Ségolène vous a présentés, notamment sur l'hôpital, sur le médicament. Moi je voudrais insister sur 2 points, à la fois sur la partie recettes et sur la partie dépenses, parce qu'on a en effet mis un point d'honneur dans ce travail très fin à financer les propositions que nous mettions sur la table, en cohérence avec la logique de partage des richesses que nous défendons. Dans le PLFSS qui vient, parce que c'est une bataille sans fin, nous reproposerons la taxation des super-profits. Elle peut alimenter le budget de l'État, mais elle peut aussi alimenter le budget de la sécurité sociale. Dans ce PLFSS, nous continuerons à essayer de revenir sur ce mouvement que j'évoquais à l'instant de rabotage des finances de la sécurité sociale et donc des services qui sont adossés, assurance maladie, retraite, autonomie, allocation familiale, en allant cibler tous les endroits où ils ont, au fil du temps, atténué les ressources de la sécurité sociale. Et je voudrais à cet instant, parce que je pense que c'est aussi inscrire dans l'actualité, ça va venir assez vite dans la discussion, illustrer ça par un exemple. Une des propositions que nous faisons, c'est de revenir sur le pacte de compétitivité, justement porté par une antépénultième majorité. Moi, ça me fait très plaisir parce que c'était des dispositions que je n'avais pas soutenues à l'époque, et notamment sur l'exonération de la part patronale des cotisations allocation familiale entre 2,5 et 3,5 fois le SMIC. Toutes les études économiques attestent du fait que ça n'a aucun effet bénéfique sur l'emploi. Et donc, nous formulons cette proposition. Si j'arrête sur celle-ci, on a fait la proposition de l'affecter à la branche autonomie, non pas parce que j'aime beaucoup la branche autonomie, mais parce que c'est une de celles qui souffre de l'absence de financement à la hauteur des besoins pour médicaliser les EHPAD, pour améliorer les services à domicile, baisser le reste à charge des familles, et que ce gouvernement fanfaronne matin, midi et soir en disant on a créé la branche autonomie par la loi de 2020, mais c'est une belle vitrine qui clignote. Elle est dotée à partir de l'année prochaine de 2,4 milliards de crédits supplémentaires, quand les moyens attendus, nécessaires, d'ailleurs ceux mêmes que nous chiffrons, et on s'inscrit, voilà, nous on propose dès l'année prochaine 5 milliards 7 ou 6 milliards d'euros. On n'est pas très éloigné des projections qui ont été faites. Le rapport Libaud disait 6 milliards en 2024 et 9 ou 10 milliards en 2030. Donc on a fléché vers cette branche autonomie. Et je ne résiste pas au plaisir de vous indiquer que manifestement, nous convainquons des cœurs et des esprits. Tout à l'heure, 28 députés Renaissance vont déposer un amendement similaire. Ils ne l'avaient pas fait en commission des affaires sociales, ils le font aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une fronde. Et ça y ressemble. Ça dit aussi qu'il y a, Philippe l'évoquait tout à l'heure, aussi ce décalage entre la réalité du dirigisme et de cette espèce d'orthodoxie voulue par Bruno Le Maire, qui dit si on n'est pas dans l'orthodoxie budgétaire, je démissionne, et puis des parlementaires qui sont conscients qu'il y a un problème. Voilà. Et d'ailleurs, dans leur exposé des motifs, ces parlementaires Renaissance disent, comme on a supprimé la CVAE, on peut se permettre d'alléger, entre guillemets, ce cadeau fait aux entreprises. Je trouve cela très intéressant. Je pourrais vous dire, d'ailleurs, j'ai repéré un autre amendement, celui-là on l'avait vu en commission des affaires sociales, de parlementaires, là aussi de la NUPES, dont un parlementaire de l'Essonne, donc je l'ai vu, un ancien directeur général de La République En Marche, qui n'a ni plus ni moins que déposé un amendement de suppression d'un article du PLFSS porté par le gouvernement. C'est quand même pas rien, et c'est pas un article anodin, c'est celui qui restreint la possibilité de recourir à la téléconsultation pour obtenir des arrêts de travail. On avait tous pointé que c'était une aberration, là où il y a des gens qui n'ont pas de médecin traitant, et là où surtout il y a des gens qui vivent dans des déserts médicaux. Donc voilà une illustration de notre volonté d'aller chercher des recettes supplémentaires pour financer des dépenses nouvelles, et nous assumons à recettes supplémentaires, dépenses nouvelles,
en partant des besoins, et notamment sur la question de la branche autonomie, où là, vous serez abreuvé d'une auto-satisfaction, celle que j'ai mentionnée, alors qu'on a un gouvernement qui ne tient pas la rampe. Nos propositions, par exemple, sont celles de la création d'un véritable service public de la perte d'autonomie, notamment avec la création de places dans les maisons de retraite pour accroître la médicalisation, là où on a une imposture totale. Je redis ce que j'ai dit à la tribune tout à l'heure, mais c'est quand même assez cocasse de voir un gouvernement qui, en juillet, par la bouche de sa première ministre, dans son discours de politique générale, dit pour répondre à la crise des EHPAD, nous allons créer 10 000 postes par an. C'est déjà, enfin en tout cas 50 000 postes sur la durée du quinquennat, c'est déjà très insuffisant. Hein. La Fédération hospitalière de France dit qu'il faut en faire 100 000. Mais bon, admettons. Et quand ils arrivent à leur premier PLFSS, ils créent péniblement 3 000 postes de salariés, de soignants supplémentaires dans les EHPAD, c'est-à-dire un demi-poste, même pas dans chacun des 7 400 EHPAD de France. Nous voulons adosser ces dispositions à un plan ambition de création de ce service public de la perte d'autonomie. Voilà quelques-uns des exemples de la cohérence et de la constance des propositions que nous allons continuer à défendre à partir de tout à l'heure dans l'hémicycle, aussi longtemps qu'on le pourra, et on le souhaite, même si plane évidemment à nouveau la menace de ce 49.3. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que la digestion et la chaleur ne vous ont pas complètement assommés. Moi je suis Marie-Charlotte Garin, je suis députée écologiste de Lyon et je suis aussi commissaire aux affaires sociales, donc j'ai eu le plaisir de travailler sur le texte du PLFSS. Quand on parle de bifurcation écologique, on a souvent en tête la réduction des émissions, la rénovation thermique, tout ça. Mais au-delà de ça, en fait, il y a un gros enjeu qui est celui de la prévention et notamment la santé environnementale. Donc nous, ce qu'on propose très concrètement, parce qu'on a des retours sur le terrain, notamment des hôpitaux, qui disent qu'ils ont conscience que les hôpitaux vont devoir passer le pas de la prévention, mais qu'en fait, ils ne sont pas assez équipés, il n'y a pas assez de moyens et il n'y a pas assez en fait, d'encadrement de la part du gouvernement de ce point de vue-là. Nous, ce qu'on propose, c'est 1 milliard d'euros en plus de dépenses d'investissement d'ici 2027 pour la prévention écologique et sanitaire. Et là-dessus, j'aimerais nous rappeler que nous sommes déjà en retard au niveau de la prévention. On l'a vu avec la crise Covid. Ça a été une grande difficulté collective à gérer. Il faut aussi avoir en tête que depuis les années 2000, tous les 14 mois, c'est une nouvelle maladie émergente. Donc en gros, des crises, on va en avoir d'autres. Et je crois qu'aucun de nous a envie de revivre la crise Covid sans l'anticipation, sans la prévention qu'on n'a pas anticipé pour le coup. Et ça me permet aussi d'insister sur un point qui me semble assez important, c'est que tout ce que le gouvernement refuse de payer ou d'investir selon le point de vue qu'on prend, en fait, nous, on va le payer collectivement plus tard. Ce qu'on ne paye pas maintenant, on va collectivement le payer plus tard. Quand je vous parle de santé environnementale, je me permets aussi du coup de rappeler la dernière condamnation quant à la pollution de l'air, puisque là, l'amende s'élève à 30 millions d'euros. Donc à nouveau, tout ce qu'on paye maintenant, on ne le paiera pas plus tard. Quand on parle de pollution, on a tout de suite en tête l'idée qu'il faut protéger les plus vulnérables. Dans les plus vulnérables, on pense aux aînés, on pense aussi aux enfants, ce qui me fait une transition toute trouvée pour vous parler du service public de la petite enfance, puisque dans ce budget commun, nous, ce qu'on propose, c'est de créer un service public de la petite enfance en ouvrant notamment 500 000 places de garde pour les enfants de moins de 3 ans. Une fois qu'on a dit ça, pour vous donner un ordre de grandeur, dans l'idée, là, on passerait actuellement, on est à 60 places pour 100 enfants. Avec ces 500 000 places en plus, on passerait à 80 places pour 100 enfants. Donc on ferait vraiment un gros coup d'accélérateur sur la prise en charge de nos enfants dans notre société. Mais une fois qu'on a dit ça, dire qu'on ouvre des places, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir en tête la question de la revalorisation des métiers du soin et des salaires, puisqu'en fait, ce sont des personnes qui jouent un rôle essentiel dans notre société. Et ouvrir des places, ça ne suffit pas. Il faut accompagner la formation et accompagner les moyens qu'on donne aux personnes qui se chargent de tout cela. Enfin, je terminerai avec la question qui est un peu l'urgence, où j'ai l'impression qu'on crie dans le vide depuis plusieurs années, mais c'est la question où il faut qu'on s'attaque aux violences. Et je vais commencer d'abord par les violences faites aux enfants. Je rappelle ce chiffre qui est extrêmement alarmant, c'est qu'aujourd'hui en France, c'est un enfant qui meurt sous les coups d'un conjoint tous les 5 jours. J'ai dit quoi ? Conjoint. Pardon, d'un proche. C'est un enfant qui meurt sous les coups d'un proche tous les 5 jours. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc nous, évidemment, on a déposé aussi des amendements dans le sens du repérage systématique des violences faites aux enfants. On porte aussi la formation des professionnels à tous les niveaux, toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants, et d'une grande campagne d'envergure nationale, évidemment. Une fois que j'ai parlé des violences faites aux enfants, vous vous doutez que je vais passer aux violences faites aux femmes, puisque là, à nouveau, c'est pareil.
Ça fait des années qu'on crie un petit peu dans le vide. Nous, on n'est pas là pour réinventer l'eau chaude. On suit les recommandations des associations qui demandent le milliard pour la prévention. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est déjà au 100e féminicide depuis janvier. Enfin, on a dépassé le 100e féminicide depuis janvier 2022 et qu'il y a urgence pour appuyer sur l'accélérateur, notamment en suivant le modèle espagnol. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Espagne, elle investit 16 € par an et par habitant sur la question des violences sexistes et sexuelles. En France, c'est 4 fois moins. Donc forcément, en France, il y a plus de femmes qui décèdent aux mains, pour le coup, de leur conjoint dans notre pays. Finalement, ce qu'on dit avec tout ça, c'est qu'on propose un budget qui se place du point de vue de la protection des personnes, de la prévention des risques et de l'anticipation des besoins. Ça a été évoqué par mes collègues. Et pour ça, évidemment, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'arrêter les exonérations et les niches qui grèvent en fait les budgets, et notamment les budgets de la sécurité sociale. Je vous remercie. Bien. Vous avez constaté l'ampleur du travail accompli par la richesse des interventions qui ont précédé la mienne. Donc je vais peut-être simplement essayer de conclure ces prises de parole pour vous laisser quelques instants la parole à votre tour si vous le souhaitez pour nous poser quelques questions. Simplement, ce que je veux ajouter, moi, du point de vue du budget de la sécurité sociale, c'est que nous sommes très attachés à ce que la sécurité sociale ne soit pas une variable d'ajustement des politiques publiques et de la conjoncture économique. Et donc, pour nous, c'est un budget à part. C'est un budget qui doit viser en tout cas à consolider cette invention sociale extraordinaire qu'est la Sécu, qui nous permet de nous assurer mutuellement contre les risques et qui garantit, qui organise la solidarité dans notre pays face à la maladie et face à un certain nombre d'autres enjeux que je ne vous décline pas, ils ont été très bien déclinés avant moi. Donc notre attachement à la sécurité sociale, vous le connaissez. Notre attachement à la sécurité sociale, il implique un attachement à son financement, ça a été dit précédemment. On a beaucoup asséché le financement de la sécurité sociale et empêché la Sécu d'être au niveau des besoins. Avec un marché qui quand même cherche à gagner du terrain, à s'installer au milieu et à essayer d'y faire sa place pour faire du profit pour un tout petit nombre. Voilà. Donc nous sommes dans le débat actuel. Jérôme Guedj en a parlé, engagé évidemment aujourd'hui depuis ce matin dans ce débat sur le budget tel qu'il nous est proposé par le gouvernement. Je voudrais juste faire observer que, et vous l'aurez sans doute remarqué, le cadre du débat est très contraint pour nous, parce que nous ne pouvons discuter que de ce que le gouvernement a mis sur la table. Et donc, parmi les propositions que nous faisons, il y en a un certain nombre que nous avons du mal à formaliser par des amendements dans ce cadre-là, parce que c'est tout simplement jugé irrecevable. Et c'est aussi pour cette raison que nous avons souhaité faire cette conférence de presse, pour pouvoir présenter l'architecture de nos propositions et les faire valoir devant vous et dans le pays. Je voudrais peut-être dire un mot de plus sur l'urgence sanitaire et l'urgence sociale à laquelle nous devons faire face. Nous ne voulons pas, nous, tourner la page en disant « ça y est, la crise est finie ». La crise Covid, elle est toujours là, mais il y a le reste de la crise qui continue évidemment de sévir dans le pays et face auquel il faut être à laquelle il faut être tout simplement à la hauteur. C'est le sens des propositions que nous avons mises sur la table avec l'ambition effectivement de pouvoir tracer une autre perspective que celle qui nous est présentée par le gouvernement actuel et qui nous semble à contre-courant complet des nécessités politiques. Voilà, je m'arrête là. Vous avez eu déjà, vous étiez abreuvé d'éléments différents. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y en a, n'hésitez pas, c'est le moment, parce qu'après, nous allons vous quitter pour rejoindre la séance. Voilà. C'est quoi une niche brune? Qui a employé Ce n'est pas le chien de Philippe Brun. Voilà, ça n'a rien à voir avec notre collègue. Non, les niches brunes, c'est les niches qui sont aujourd'hui en fait des sortes de cadeaux fiscaux ou des aides pour des activités qui sont polluantes, et notamment liées à la consommation d'énergie fossile. Je vous donnerai un exemple parce qu'on a eu un débat assez âpre sur le sujet en commission des finances. On ne l'aura pas vraiment en séance, mais c'était la question de la niche fiscale sur le kérosène aérien. Par exemple, qui nous coûte chaque année 3,6 milliards d'euros. Donc, c'est pas une petite niche quand même, et on a demandé effectivement, c'est un énorme chien, et on a demandé effectivement de la supprimer, parce que si on peut comprendre
Nous, on voulait bloquer les prix, mais si on peut comprendre la version à minima qui a des coups de pouce au carburant ou au fuel quand il faut se chauffer dans une période très difficile, l'avion n'est pas un mode de transport qui en fait concerne les classes populaires, puisque 40% des Français n'ont jamais pris l'avion. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut se rappeler. Donc même cette niche fiscale-là, on n'a pas réussi à la faire sauter. Et dans l'ensemble de l'économie, en fait, il y a des milliards et des milliards d'euros qui sont encore aujourd'hui là pour contrebalancer, pour baisser artificiellement en fait, le coût des énergies fossiles dans des secteurs qui, comme on l'a vu, ne sont pas toujours en grande difficulté. Sur cette niche-là, c'est 6. Sinon, l'ensemble des niches brunes, c'est 6,9 milliards. Peut-être par prévention, parce que nous ne l'avons pas dit, je voudrais quand même indiquer que nous ne prétendons pas dans ce document à l'exhaustivité. C'est-à-dire que ça rassemble un certain nombre de propositions que nous avons essayé de faire vivre dans le débat, mais il y en a bien d'autres que nous portons, que nous travaillons les uns et les autres. Donc je préfère quand même le souligner pour éviter de mauvaises interprétations. Voilà. Nous sommes, c'est quelques axes principaux des batailles que nous menons, mais ça ne fait pas le tour de l'ensemble des questions auxquelles nous avons à faire face. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y. Pour l'examen de la deuxième partie du PLF, puisqu'ils ont annoncé, l'exécutif, le gouvernement fera peut-être un emploi d'un 49.3 plus rapidement. Comment ça change votre manière de préparer la deuxième partie technique? Quel est l'impact au-delà de l'usage du 49.3 qui est pour vous une atteinte à la démocratie, mais concrètement dans le travail parlementaire? Voilà, très concrètement, ça a commencé ce matin. On a examiné un certain nombre de missions budgétaires. On a l'impression d'être dans une... Hier même, mais ça a continué ce matin. On a l'impression d'être dans une sorte de drôle de guerre, parce qu'il n'y a quasiment personne en commission. Les amendements passent très vite. Moi, parfois, j'ai l'impression, avec le 49.3, de ne pas être député, mais d'être conseiller au CESE, Conseil économique, social et environnemental. Finalement, on est là pour donner des avis sur la politique du gouvernement. On nous a retiré finalement notre pouvoir de décision. Le consentement à l'impôt, c'est quand même la base du sens d'avoir un Parlement. Et, en tant que député, nous, on est là pour consentir à l'impôt au nom du peuple français. Et on nous retire ce pouvoir. Alors effectivement, on examine les missions budgétaires. On sera là toute la journée demain sur l'ensemble des missions. On sera probablement assez peu nombreux. C'est le constat d'un Parlement privé de ses prérogatives minimales qui sont celles pour lesquelles il a été créé il y a maintenant plusieurs siècles. Juste un ajout sur ce sujet-là, avec tout le respect que nous avons d'ailleurs pour le CESE, mais je pense que c'était inclus dans ce que disait Philippe, pour vous dire qu'on est souvent renvoyé dans nos débats au CNR. Je le dis au passage, parce que quand on renvoie le Parlement à des débats qui se passent ailleurs, organisés autour du président de la République, plus ou moins, c'est quand même pas le moindre des problèmes institutionnels. Voilà. Et parmi les choses que peut-être sur lesquelles j'aurais dû insister tout à l'heure, je veux dire aussi notre attachement pour ce qui est du budget de la sécurité sociale à la cotisation pour financer la Sécu. Cotisation qui a été largement attaquée. Je le disais ce matin, on est passé de 90% de financement de la Sécu par la cotise il y a 40 ans à 38% aujourd'hui. Donc c'est une fiscalisation, c'est l'injustice supplémentaire. Il y avait une autre question. Allez-y. Bonjour, Marc Potvin de France Info. Il y a la perspective de l'imminence d'un 49.3 sur le PLFSS. Qui a un peu intervenu. Elle est prête. Savoir quand. Voilà, c'est ma question. Elle est prête. Tout le monde a signé. Oui. On anticipe les crises, c'est ça qu'on vous dit. Donc effectivement, tout est prêt entre nous, elle est écrite, elle est signée, et elle est prête à être déposée dès que nécessaire. Moi je voulais revenir sur un élément... Peut-être qu'on n'aura pas besoin de la déposer, on en attend que ça, nous, de débattre. Voilà, nous on est prêts. Mais moi ce qui m'a choqué aussi dans ce qui est sorti dans la presse ces derniers temps, c'est que visiblement on a quand même un gouvernement qui prend plus le soin d'un ministre qui joue le rapport de force et la menace de démission par rapport à 577 députés élus démocratiquement au suffrage universel et qui se sont exprimés à plusieurs reprises de manière transpartisane sur un certain nombre d'amendements qui faisaient progresser la vie des gens. Je pense notamment à l'amendement sur la question des EHPAD qui a été porté et adopté à l'amendement de Mme Arrigui. Et enfin voilà, il y a là vraiment quelque chose qui est fondamentalement choquant. Peut-être une dernière question, si vous voulez. Parce qu'après... Rapidement, là aussi, il y a quelqu'un qui est missionné pour courir à la présidence, déposer la motion. Comment ça se passe? On ne va pas tout vous dévoiler. On va pas tout vous dévoiler. Vous avez une autre question? Est-ce
que vous avez eu des désaccords? Émilie Méret pour l'Humanité. Est-ce que vous prévoyez de déposer une motion de censure à chacun des 49 parce qu'ils risquent d'être nombreux sur la prochaine séquence? C'est pas du tout exclu. Oui, c'est normal. Chaque 49.3 le mériterait en tout cas. Voilà, ce serait logique, mais on se réserve la possibilité parce qu'on est effectivement en co-construction, dans ces réunions d'intergroupe tous les mardis matins, d'en débattre. En tout cas, si c'est le sens de votre question, on n'est pas limité par la règle du nombre de 49.3, de motion de censure qu'un parlementaire peut signer dans l'année qui est limité à 3. Or, les cas de motion de censure posent ensuite un 49.3. Voilà. Donc, on n'a pas de... C'est pour ça qu'on peut tous, parce que quelqu'un m'a posé la question, on peut tous les signer. En te coupant la parole, comme tu me l'as fait. Et juste en répondant à la question de est-ce qu'on était tous d'accord sur tout, ben non. Comment dire, et heureusement, il y a des sujets qui méritent d'être approfondis, des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille plus longuement, et donc nous avons des débats, et c'est ça aussi le sens de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est d'approfondir petit à petit en partant de nos accords. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire sans problème, et notamment gouverner le pays. On a beaucoup de choses prêtes pour agir. Voilà. Merci à vous.